Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Jobs, qui est l'émission emploi de Bismart. Vous connaissez notre rendez-vous en direct chaque jour du lundi au vendredi. Très heureux de vous retrouver dans Bien dans son job. On parlera d'une entreprise, c'est un focus sur une entreprise qui recrute. On va la découvrir dans quelques instants. Working Progress avec ses invités. Welcome to the jungle, vous connaissez le rendez-vous. On parlera du name and shame. C'est un phénomène qui gagne du terrain en France. Et puis dans notre cercle RH, qui est notre débat, on s'intéressera à la reconversion. Oui, l'envie de renverser la table, beaucoup y pensent, mais peu franchissent le pas. On fait le point dans quelques instants avec mes invités. Puis pour terminer, fenêtre sur l'emploi, comment bien négocier son salaire? C'est un sujet important, évidemment, on n'est pas encore dans la période des négociations, on en parlera avec notre invité à la fin de Smart Job. Mais d'abord, le journal présenté par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour Arnaud, dans l'actualité aujourd'hui, Bruno Le Maire promet un soutien durable aux PME. Dans un entretien aux Échos publié ce matin, le ministre a fait deux annonces. La première concerne le PGE. Selon le ministre de l'économie, les banques accepteront de prolonger les délais de remboursement à des taux intéressants entre 1 et 3%. Mais le ministre annonce aussi des prêts à long terme participatifs. Leur durée pourra aller jusqu'à 7 ans. Octroyés par le secteur financier, ils seront toujours garantis par l'État. Celui-ci apportera sa garantie jusqu'à 3 milliards d'euros selon Bruno Le Maire, ce qui permettra aux entreprises de lever de 10 à 15 milliards d'euros de prêts sur le long terme. Buffalo Grill souhaite acquérir Courtepaille. Dans cette offre annoncée hier soir, Buffalo Grill veut préserver 85% des emplois, soit un peu plus de 3100 salariés sur un total de 3600 en comptant les franchises. Pour les salariés non repris, Buffalo Grill offrera un reclassement dans ses restaurants. L'enseigne compte en effet 170 postes à pourvoir selon son dirigeant. Enfin, pour moderniser l'enseigne, le groupe veut investir plus de 80 millions d'euros sur une période de 5 ans. Pour rappel, Courtepaille est placée en redressement judiciaire depuis le 29 juillet dernier. Enfin, malgré des signes encourageants, les cadres se préparent à la crise dans les Pays de la Loire. L'Association pour les emplois des cadres alerte. Ces prévisions à la hausse ne sont plus d'actualité. En début d'année, l'APEC tablait sur près de 300 000 recrutements de cadres en 2020 en France, dont 13 000 dans les Pays de la Loire. Mais aujourd'hui, la déléguée régionale de l'APEC prévient, les chiffres sont totalement à revoir à la baisse dans la région. Voilà pour les informations d'aujourd'hui. Bien dans son job avec de l'espoir, dans un climat, dans une rentrée un peu particulière, il y a des entreprises qui recrutent. Sandrine Meunier, merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice des ressources humaines de Airco, alors qui n'est pas une entreprise très connue, mainstream, mais qui a 300 collaborateurs, qui double son chiffre d'affaires, qui double ses effectifs, qui a réussi à lever 65 millions de dollars pendant le confinement et qui recrutait, puisque là vous allez lancer une campagne de recrutement. D'abord, avant de parler de votre success story, comment vous avez traversé, vous, ce confinement en tant que DRH? Parce que c'est vrai que vous avez le sourire, l'entreprise va bien, mais il a quand même fallu la traverser, cette épreuve. Alors le confinement a été une épreuve pour les collaborateurs, pour les DRH, pour les entreprises. Et nous sommes une entreprise de B2B, puisque Airco distribue une solution 100% cloud, donc un logiciel aux entreprises. Et donc on a traversé ce confinement en se disant au départ avec beaucoup d'incertitudes, puisque nos clients sont des entreprises qui elles-mêmes ont des clients et qui ont été diversement impactés. Donc au tout début du confinement, déjà on a réagi assez rapidement en se disant il faut protéger les équipes. Oui, donc, ça commence par les équipes. Ça commence par les équipes, protéger les équipes d'un côté et continuer à créer de l'engagement. Puisque quand on est dans une société qui grandit, il y a beaucoup à faire. On crée des process qui grandit très vite. Ouais. Il y a beaucoup à faire, il y a des process à mettre en place, il y a de la communication à mettre en place et de l'organisation à gérer. Donc on s'est dit, on protège nos équipes et on renforce la communication. On protège. Ça, c'était votre mission d'ailleurs. Ça, c'était notre mission au départ et ça c'est resté notre mission pendant toute la durée du confinement. On s'est retrouvé face à un problème qui était comment on accueille ces nouveaux entrants, puisqu'on recrute déjà beaucoup. On a accueilli à peu près 40 personnes pendant la période du confinement à distance. À distance, oui, c'était le cas de plein d'entreprises. En leur envoyant un ordinateur et du matériel à domicile et en créant tout de suite un programme d'intégration à distance qui leur permettait deux choses, de comprendre et de s'approprier l'entreprise, mais aussi de créer leur réseau interne. Une fois que vous avez, je dirais, installé, posé, stabilisé les collaborateurs,
ben, vous êtes projeté et vous me disiez en préparant l'émission, mais nous, on est en train d'inventer le travail de demain. Racontez-moi. On s'est projeté et on a commencé à tâtonner en se disant comment on va faire pour animer des équipes qu'on a habituellement près de nous, puisqu'on n'était pas habitué non plus à travailler à distance. Et donc, on a compté sur une communauté particulièrement qui est la communauté managériale. Donc on a rassemblé nos managers en leur disant vous n'avez jamais managé à distance, nous non plus. Ce qu'on sait qui est clé dans le management à distance, c'est la relation, c'est la communication. Comment partager des informations sur le futur de l'entreprise, sur les priorités de l'entreprise quasiment en temps réel. Donc on a créé des rendez-vous virtuels toutes les semaines. Sans submerger le collaborateur de mail tous les quarts d'heure. Pour éviter de submerger le collaborateur de mail tous les quarts d'heure. On a créé un rendez-vous hebdo, tous les lundis, toute la boîte se réunit et on partage toute l'information. On a créé des workshops spécifiques pour les managers où ils partageaient, où on leur apportait des bonnes pratiques sur comment animer les collaborateurs, quels sont les leviers de l'engagement, qu'est-ce qui va faire que l'équipe va rester motivée et qu'est-ce qui va faire surtout qu'on va continuer à dialoguer et à bénéficier des bonnes idées de chacun. Alors ça, j'ai envie de dire, il y a beaucoup d'invités qui sont venus nous raconter cette histoire. Nous, dans l'entreprise, on a essayé de garder le lien, de continuer à parler, de ne pas isoler les cadres. Vous, en plus de cela, vous embauchez, vous développez et vous continuez à faire progresser l'entreprise dans une période de crise. Comment vous avez fait ? On a continué à recruter, déjà. On s'est posé quelques questions au départ. On a continué à recruter. On freine ou on accélère ? Au départ, on s'est dit, on arrête tout. On ne sait pas, on va voir ce qui se passe. Et puis, on a regardé le marché, on a écouté des signes, on a écouté nos clients. Et on était dans une période de levée de fonds. On a finalisé la levée de fonds et on s'est dit, on va continuer à accélérer. On a un produit à développer. Ce produit rencontre du succès aujourd'hui, il faut poursuivre. Alors, ce produit, il faut le dire, hein, c'est en fait sur le même écran, vous avez la téléphonie et l'ensemble des outils qui permet à celui qui est en train de travailler d'avoir l'ensemble des éléments devant lui, en fait. Hein. Donc, on développe un outil qui permet à la personne qui téléphone d'avoir toutes les informations dont elle a besoin pour avoir une conversation téléphonique avec son interlocuteur qui soit qualitative. Cet outil permet aussi à l'encadrant qui encadre cette équipe, qui peut être une équipe de téléopérateurs ou une équipe de vendeurs, de piloter la performance de l'équipe et d'organiser les flux téléphoniques au sein de l'équipe. Donc cet outil, il est complexe, on le développe, il y a encore énormément de fonctionnalités à développer. Il est en évolution d'ailleurs. Donc on doit recruter énormément d'ingénieurs, de développeurs, de gens très spécialisés pour pouvoir contribuer au développement de ce produit. C'est intéressant, vous dites, au début de la crise, j'imagine aux alentours du mois de mars, vous dites on arrête tout, et finalement non, vous avez changé de stratégie, vous accélérez. C'est un conseil que vous donnez à ceux qui vous regardent, dans ces périodes de crise, il faut continuer à avancer ? Il faut continuer à avancer. Est-ce que tout le monde doit continuer à recruter ? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, il faut continuer à créer de l'engagement auprès des salariés et des collaborateurs. C'est-à-dire leur dire où on va et comment on y va. Et ça, c'est absolument fondamental. C'est la clé. Et quand on peut leur dire où on va continuer de grandir, on change un tout petit peu notre feuille de route, mais pas tant. On va continuer... Ça donne de la confiance aussi. Ça donne de la confiance et on a mesuré cette confiance à la fin du mois de juin. Et alors ? Et on a été vraiment surpris de constater que le taux d'engagement de nos collaborateurs n'a jamais été aussi haut. Que ce soit sur le retour qu'ils nous faisaient par rapport à leur sentiment d'appartenance, alors que beaucoup étaient nouveaux, avaient été intégrés pendant le confinement ou avant, que ce soit par rapport à leur équilibre de vie, ou que ce soit par rapport à leur confiance dans le projet. Alors, équilibre de vie, je fais une parenthèse, c'était lié à quoi ? Au télétravail ? Le fait qu'ils aient organisé leur vie différemment et ça leur a convenu ? Absolument. Et ça leur a convenu, pas à tous, puisque au mois de mai, on en avait qui tapaient à la porte pour revenir au bureau. Je vais prendre ma place. Le Covid, vous le savez, c'est des situations individuelles qu'on a adressées aussi individuellement. Donc on a décidé de réouvrir le bureau pour les volontaires, en respectant bien sûr les conditions sanitaires. Et pour ceux qui veulent rester en télétravail ? Et pour ceux qui veulent rester en télétravail, ailleurs, loin, c'est possible et c'est toujours possible. 30 nationalités sur le bureau parisien. Vous avez 2 bureaux, New York, Paris, puis bientôt Sydney. 30 nationalités. Vous, la DRH, une question un peu personnelle, comment vous gérez ? C'est l'anglais, j'imagine, qui unifie toutes ces... Donc c'est l'anglais qui unifie un petit peu tout ça. Et puis après, il faut guider aussi ces étrangers qui parfois viennent à Paris pour Aircall. Donc quand on arrive en France, on découvre une feuille de paye qui est déjà difficile à lire pour un Français. Imaginez un étranger. Donc, elle est compliquée, la feuille de paye, quand même. Hein. Elle est complexe. Ah bon. Elle est c'est pas le sujet du jour, mais c'est quand même pas simple. Elle est particulièrement complexe en France. Donc on crée des guides pour expliquer à ces impatriés comment ça marche la France, c'est quoi les jours fériés, qu'est-ce que c'est que la Sécu, et le visa, et comment on les accompagne.
accompagne. Donc on a une relation extrêmement, quelque part, maternante vis-à-vis de ces populations qui arrivent, pour qu'elles se sentent bien, parce qu'on est persuadé qu'un collaborateur qui se sent bien, il sera plus en capacité de donner le meilleur de lui-même. Il nous reste quelques minutes. L'objectif, là, à décembre, dans l'année qui vient, c'est quoi ? Combien de recrutements ? Donc aujourd'hui, on a une 50aine de postes qui sont ouverts. Une 50aine de postes essentiellement pour IMIA, donc sur l'Europe. Développeurs, ingénieurs Développeurs, ingénieurs, commerciaux, services clients. Donc on est en train de recruter. On a une équipe de 5 recruteurs qui travaillent à temps plein dans mon équipe et qui passent mais vous ne chômez pas, quoi. Leur journée. Non, parce qu'on recrute beaucoup, mais on garde un niveau d'exigence qui est important aussi. Bien sûr. Le niveau de talent chez Aircall, il est important. Alors, je suis sûre que toutes les DRH vous disent ça, mais chez nous, il y a un niveau d'exigence qui est important. Donc c'est une boîte où on Donc vous prenez le temps de recruter, de choisir. On perd du temps. Et on est prêt à perdre du temps pour être sûr de trouver le bon talent qui s'épanouira chez nous. La crise de croissance, vous la craignez parce que vous êtes en développement, vous avez grandi très très vite. Souvent, quand on grandit trop vite, on a un peu mal aux articulations. Vous la craignez, la crise de croissance ? J'ai presque envie de vous dire qu'on la vit tous les jours, la crise de croissance, parce qu'il y a des paliers. Là, on est sur un palier à 300, on est sur un palier où on met en place des process, des rangs managériaux intermédiaires. Et la conduite du changement ou la gestion du changement, c'est essentiellement de la communication et beaucoup d'écoute. Et l'enjeu d'Aircall, c'est de continuer à écouter ses collaborateurs, de répondre à leurs besoins si on peut, et de répondre surtout à leurs questions. Ça, c'est un petit peu obligatoire. Merci d'être venu nous faire partager, je dirais, votre optimisme. Et puis ces recrutements, parce que très concrètement, dans cette rentrée qu'on annonce un peu morose, mais les entreprises, la vôtre, qui est engagée, j'allais dire presque jour et nuit, dans un processus de recrutement. Merci Sandrine Meunier d'être venue. Vous êtes la DRH de Aircall, New York, Paris et Sydney, parce que vous y tenez beaucoup. C'est un bureau qui va ouvrir. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, Working Progress, c'est notre rubrique avec Welcome to the Jungle. Working Progress avec Welcome to the Jungle et Marie Ouvrard qui est avec nous aujourd'hui, comme hier d'ailleurs. Bonjour Marie. Bonjour. Alors c'est un anglicisme, j'aime pas trop utiliser ces mots, mais c'est le mot utilisé dans le vocabulaire, name and shame. Ça vient évidemment des États-Unis et vous dites qu'effectivement c'est en train de gagner du terrain et votre invité va nous en parler. Exactement. Aujourd'hui nous sommes avec Stéphane Hugon qui est sociologue et directeur du cabinet Eranos. Et donc on va parler du name and shame. Donc pour petit rappel, c'est une pratique qui consiste donc à dénoncer certaines pratiques des entreprises. Donc ça peut être en termes de harcèlement, retard de paiement, c'est de l'outing, pour utiliser un autre mot anglais. Exactement. Ouais. Donc c'est quand le gouvernement ou les salariés dénoncent ces pratiques-là auprès du grand public. Peut-être que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que cette pratique anglo-saxonne est en train de gagner du terrain un peu en France ces derniers mois et ces dernières années. Alors ce qui est bien avec le name and shame, c'est comme c'est un anglicisme, on peut y mettre à peu près ce qu'on veut. Oui, c'est ça. Donc globalement en France, c'est un phénomène qui est la conséquence d'une transformation qui est à la fois culturelle, qui est à la fois économique, digitale, et qui fait qu'une entreprise, une marque précisément, peut être exposée. Elle doit être exposée et elle est, on l'enjoint à s'expliquer de quelque chose qu'on lui reproche. Donc c'est quelque chose d'extrêmement violent. Si je me mets, moi qui suis chef d'entreprise, on peut à n'importe quel moment avoir un événement qui arrive de jour comme de nuit. Un tweet, un mail. Ça va très vite. Et vous devez vous expliquer sur quelque chose qui, en général, est largement déformé et, en tout cas, livré à quelque chose qui est de l'ordre de l'interculturalité. Bon nombre d'entreprises qui ont été prises dans le name and shame étaient de bonne foi initialement et ont été prises dans des quiproquos, dans des phénomènes d'interculturalité, c'est-à-dire des gens ont compris quelque chose qui n'avait pas été émis par l'entreprise. Et pourquoi, du coup, cette pratique est de plus en plus courante aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que ça devient finalement naturel, presque normal de dénoncer ces pratiques-là ? C'est un rapport de pouvoir. C'est un rapport de pouvoir et c'est un rapport qui est nouveau qu'on voit entre l'entreprise et tout son écosystème. On le voit, cette transformation entre l'entreprise et ses collaborateurs, entre ses entreprises et ses clients, mais également avec tout l'écosystème de l'entreprise. Vous savez qu'il y avait quand on parle d'horizontalité, dont on a beaucoup parlé depuis ces dernières années, c'est l'idée que ces derniers mois précisément, effectivement, c'est le moment où la compétence du client est supposée être la même que la compétence de l'entreprise.
l'entreprise et qu'il y a un rapport non pas de pédagogie, c'est-à-dire je sais ce qui est bon pour vous, moi, mais moi client, je peux vous dire. Et voilà, et moi client, je suis dépositaire à la fois d'une compétence et je vous enjoins, je vous oblige à prendre tel ou tel parti ou à minima à répondre d'une observation. Stéphane, d'un mot, ça renvoie quand même à la class action, et je suis désolé de tous ces anglicismes, mais tout part de là. Et en France, on n'a pas ce système de class action. On peut s'unir avec une pétition de millions de personnes pour faire basculer, ou on ne l'a pas, ça, en France. Alors il y avait, effectivement, je pense que vous avez complètement raison, c'est le sentiment du secret, le sentiment de l'impunité, et le sentiment de l'inaccessibilité des entreprises, ce qui a longtemps été le cas, qui a été transformé très largement ces 10 dernières années, et en particulier ces derniers mois, avec les transformations, on va dire, culturelles, mais également la force du digital. Aujourd'hui, un tweet peut faire bouger la cote d'une entreprise. Et du coup, justement, est-ce que ça peut avoir un impact? Est-ce que ça marche? Les moments où le gouvernement ou des salariés dénoncent ces pratiques-là, est-ce que ça peut avoir un impact certain sur l'entreprise? Quand c'est le cas, hein, évidemment. Ouais. Alors, oui, ça s'avère vrai, parce que c'est pas forcément toujours le cas. En général, ça bouge. Alors, il y a plein de stratégies de comment réagir. Ça fait bouger, ouais. Ça fait bouger, bien évidemment. Sauf que, compte tenu, ça dépend des contextes, mais globalement, c'est très violent, mais c'est très éphémère. Parce que la plupart du temps, quand il y a une affaire, ça sature, on va dire, l'attention. Puis ça disparaît ensuite. Et puis ça disparaît. Voilà. Globalement, si je vous disais quels sont les derniers name and shame que vous avez en tête, globalement, on les a oubliés. Voilà. Donc ça veut dire que c'est très violent, c'est très puissant. Et une des stratégies de réponse, là encore, je me remets en chef d'entreprise, c'est soit de répondre immédiatement, soit de ne rien faire du tout. Dos rond, on laisse passer. Voilà. Et quels sont les exemples, par exemple, que vous avez en tête? Je ne sais pas s'il y a eu quelques-uns, des Alors, je ne voudrais pas ranimer des name and shame qui s'étaient éteints. Vous allez repasser sur Twitter dans quelques instants. C'est ça le problème. Non, mais globalement, il y a souvent des comportements de collaborateurs d'entreprise qui, dans un cadre privé, peuvent être ressentis comme une offense par certaines populations et qui sont décriés en tant que tels. Auquel cas, l'entreprise a tout intérêt à faire amende honorable et dire oui, nous condamnons ce type de comportement et ça va à l'encontre des valeurs de l'entreprise. Je crois on ostracise le collaborateur qui a fait le faux pas. Éventuellement, ou au moins on lui dit de s'expliquer, pourquoi pas de demander pardon, de s'expliquer. Il faut pas... Vous savez, il y a le fameux culture cancellation qui existe puisqu'on en est décidément aux anglicismes, qui est une manière, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, de le faire disparaître. Alors ça, c'est quand même un peu dur. Moi, je suis plutôt d'une tradition du dialogue. Je pense que de toute manière, une entreprise a toujours intérêt à ouvrir le dialogue, à faire circuler la parole. Et montrer qu'elle se remet en question. J'ai vu que les ministres utilisaient cette technique du name and shame. Brune Poirson, qui n'est plus aujourd'hui ministre, mais aussi Didier Guillaume, qui ne l'est plus à l'époque, c'était l'entreprise, je suis prêt à dénoncer les entreprises qui ne trient pas leurs déchets. C'est intéressant, ça, que le pouvoir politique utilise cette technique. C'est un moyen de pression. C'est un moyen de pression qui était toujours... on dit que dans les stratégies de conflit, il y a deux types de stratégies. La stratégie frontale, plutôt occidentale, le jeu d'échecs, et la stratégie asiatique, stratégie de l'encerclement. Voilà. Donc le name and shame tel que vous l'évoquez, c'est plutôt une stratégie d'encerclement. Je pose le sujet sur la table et je vous oblige à répondre puisque l'ensemble des parties prenantes vont avoir un regard sur vous qui va être de plus en plus accusateur. Est-ce que du coup, ça peut avoir de conséquences positives en faisant peut-être basculer un peu les cartes et en ouvrant un peu la parole justement sur différents types de pratiques où justement le pendant, c'est que ça laisse peu de place peut-être à la présomption d'innocence et peut-être à des cas qui s'avéraient... À la calomnie, pour ne pas le dire, quoi. Exactement. Je pense que pour l'instant, on est encore, comme c'est un phénomène qui est assez récent, et j'allais dire, la maîtrise des techniques de tout l'écosystème du digital, malgré tout, est relativement récent. Donc je pense qu'on est encore dans une phase d'excès, d'apprentissage. Je pense que derrière le name and shame, il faut peut-être abandonner l'anglicisme et retrouver tout simplement l'idée de l'écoute mutuelle. Voilà. L'idée de dénoncer quelque chose, on peut dénoncer quelque chose sans être vindicatif. On peut inviter une entreprise à prendre conscience d'un phénomène et à le corriger avec de la subtilité, de la diplomatie et de la douceur. Un dernier name and shame, c'est Sea Shepherd là, qui empêche les pêcheurs de pêcher avec certains filets puisqu'ils prennent des dauphins dans leurs filets. Ils sont en train de faire une campagne terrible. Et vous dites, là, dans ce cas de figure, il faudrait que Sea Shepherd et l'association des pêcheurs se parlent. Ils s'assoient et ils discutent. C'est pas possible, en fait. Là, le cas est un peu particulier, puisqu'il y a un rapport de force qui est totalement disproportionné. Et effectivement, le name and shame, c'est un peu la dernière carte
dont on sait qu'elle est particulièrement incisive, hein, elle est particulièrement efficace, Violente, et donc même. violente. Donc c'est aussi une manière de jouer dans l'écosystème quand toutes les autres méthodes n'ont pas donné suite. En fait. C'est l'ultime recours. C'est l'ultime recours. La class action, vous y croyez en France, d'un mot? Alors, en France, on a un imaginaire qui est très différent. Hein. On a un imaginaire de la négociation et du conflit qui est très, très différent. Particulièrement, on aime bien que ça se frite hein, en France. Oui, on aime le débat. Ouais. Il y a un rituel du conflit c'est vrai. Une scénographie du conflit. Exactement, une scénographie, il y a toute une théâtralité, etc. Et surtout, par le conflit, on fait corps avec les autres. Donc c'est aussi une manière de se constituer, on l'a vu avec le conflit des Gilets jaunes, sur lequel, finalement, sur les barricades, sur ces fameux ronds-points, ce que recherchaient les personnes qui étaient là, c'était pas tant l'objet de leur contestation, mais c'était le sentiment fraternel, le sentiment participatif. Merci Stéphane Hugon, sociologue, dirigeant du cabinet de conseil Eranos. Merci de nous avoir éclairé sur le name and shame. Et oui, on utilise ce mot et on l'a beaucoup utilisé sur le plateau. On continue notre rubrique avec Travailler demain, avec notre invité. Il est là. Travailler demain avec Marie Ouvrard, toujours qui m'accompagne dans cette rubrique Working Progress. Là, on quitte le name and shame. Hein. On est mais quand même sur le numérique, c'est intéressant. C'est l'utilisation du numérique pour rendre service au plus près. Tout à fait. Là, on parlait de dialogue, donc là, on arrive un peu au moment où le dialogue est peut-être. C'est juste avant le name and shame. Là. Exactement, puisqu'on est avec Mathieu Dévy, qui est avocat au barreau de Paris et cofondateur de Call a Lawyer, qui est une application du coup de mise en relation entre les particuliers et les entreprises et des avocats, donc pour faciliter justement les contacts et les connexions. Peut-être que Mathieu, vous pouvez nous expliquer un petit peu d'où est née cette idée, l'idée de cette entreprise et de quel besoin il est né. Oui, bonjour à tous. Alors écoutez, moi je suis avocat déjà depuis une quinzaine d'années et effectivement on est parti du constat qu'on avait un problème d'accès à la justice, d'accès au droit et à l'avocat depuis un certain nombre d'années, peut-être dû à des problèmes de transparence, d'accès, de facilité d'accès à l'avocat. Et on s'est dit que c'était un vrai dommage puisque du coup beaucoup de justiciables ne se défendent pas. Ils ne font pas appel à nous alors que nous sommes les professionnels du conseil et de la consultation juridique. Donc on s'est dit il faut peut-être qu'on se modernise, qu'on trouve un outil de simplificateur. Et c'est de là qu'est venu avec des amis et maintenant associés qui viennent du monde de l'entreprise, qui viennent du monde du digital, qui m'ont dit qu'il faut simplifier, il faut faire un circuit court entre le justiciable et l'avocat. Donc on est parti sur l'idée d'une application mobile et maintenant d'une web app où l'idée c'est d'avoir l'avocat dans la minute. C'est vraiment l'instantanéité qui a été notre moteur de travail et de recherche depuis des années et qu'on a réussi à mettre en place avec Call a Lawyer. Donc tout est dit. J'appelle un avocat dans la minute et je l'ai en ligne au téléphone pour une première consultation juridique d'une vingtaine de minutes. C'est là notre produit, ce qui permet d'avoir un produit d'appel peu cher, entre 20 et 30 euros pour ces fameuses 20 minutes, qui permet à tout particulier ou tout professionnel de poser la question de son choix à l'avocat compétent, puisqu'on est dans toutes les matières du droit et on a des avocats dans toute la France. Aujourd'hui, on a un réseau d'à peu près 1200 avocats et dans les 20 grandes matières du droit, ça va autant du droit du travail que du droit fiscal, du droit aérien, enfin tout ce qui peut concerner le quotidien des Français, qu'ils soient particuliers, donc dans leur vie privée, ça peut concerner le droit de la famille, le droit du travail, que le droit des entrepreneurs, qui pour nous est un axe très important, c'est-à-dire aider à la constitution d'une société, à savoir déposer une marque, à savoir créer ses premiers contrats, à protéger son objet. Donc, notamment dans le cadre de l'entreprise, quels sont les sujets les plus traités, vos principales demandes? Par exemple, on parlait du name and shame, mais des droits des salariés. Est-ce qu'il y a des sujets qui, pour vous, sont vraiment récurrents? Alors, évidemment, le droit du travail, que ce soit côté particulier ou professionnel, est un sujet fondamental. C'est un peu dans le top 3 de nos requêtes quotidiennes, puisqu'évidemment, la relation de travail est essentielle et omniprésente dans la vie des affaires. Mais du côté des entrepreneurs, on va avoir des sujets aussi plus pratico-pratiques. Je ne suis pas payé par mon client, ce qui peut me mettre en danger. On l'a vu pendant le Covid d'ailleurs, où nous, on s'est mis en gratuité pendant tout le Covid pour montrer une solidarité, on va dire, dans l'écosystème des startups
pour pouvoir aider les entrepreneurs à s'en sortir, on a eu des questions extrêmement concrètes. Est-ce que je dois arrêter de payer mon loyer parce qu'il y a le fameux système de force majeure? Est-ce qu'il est normal qu'on ne me paye plus moi, que mon partenaire ne me paye plus? Est-ce que je peux me séparer d'un salarié? Bref, toutes les questions que vous avez connues à l'époque des mois de mars, avril, mai se sont posées tous les jours et on a pu avoir, nous, des avocats disponibles pour pouvoir répondre à ces questions. Mathieu, vous m'entendez, Mathieu? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. Juste une question, parce que le monde des avocats, c'est un milieu clos. J'imagine que vous ne faites pas des amis à des tarifs comme ça. Certains vous disent, mais vous cassez le marché, c'est pas possible. Moi, je leur réponds une chose très simple, c'est qu'on n'a pas attendu le numérique pour que la profession aille mal. Ça fait des années que notre profession est en déclin, qu'elle est grignotée par d'autres professions, comme par exemple les experts comptables, voilà. ou des forums, ou même des startups ou des legal tech qui sont créés par des non-avocats et qui, aujourd'hui, sont utilisés. Donc la question, c'est très simple. Est-ce que les avocats veulent revenir au centre de la cité et la cité, aujourd'hui, elle est numérique, donc sur le web, ou pas? Le fait de faire payer 20-30 euros pour 20 minutes de consultation, ça peut interroger, parce qu'effectivement, un avocat, ça a plutôt un taux horaire autour de 150, 200, 250 euros de l'heure. Sauf qu'en fait, on a une pratique courante et usuelle qui est de ne pas faire payer le premier rendez-vous ou le premier échange qu'on peut avoir avec un avocat. Donc finalement, c'est une démarche commerciale que de dire à l'avocat connecte-toi sur la plateforme, sachant que chez nous, l'inscription côté avocat est gratuite. Nous ne prenons pas de cotisation côté avocat. Nous prenons effectivement la totalité du call, mais nous laissons ensuite l'avocat transformer sa relation avec le prospect, qui deviendra un client. Et on a un taux de transformation chez nous d'à peu près 40, 50% même dans certains cas. Ce qui veut dire qu'ensuite l'avocat qui a entre guillemets investi 20 minutes de son temps, où certes pendant ce moment-là il n'a pas été rémunéré, mais investi 20 minutes de son temps où il a juste répondu à un coup de téléphone qu'on lui a, nous, apporté grâce à tout le travail commercial que nous faisons en ligne et via nos équipes, il a répondu à une question, et s'il a bien répondu et que la relation s'est bien passée, il a un client potentiel. Et la transformation d'un client, c'est pas 20 euros. Ça peut être tout de suite une consultation de 200, 300, 400 euros. La saisine d'un conseil des prud'hommes, la rédaction d'un contrat. J'ai un avocat il n'y a pas longtemps qui a fait une levée de fonds et qui a perçu 20 000 euros d'honoraires grâce à un call chez nous. Donc, merci Mathieu. Voilà. Merci de nous faire partager votre passion, parce que voilà, il ne faut pas vous chatouiller sur les tarifs. Effectivement, c'est aussi une porte d'entrée pour vos confrères à travers ce call qui s'appelle Call and Lawyer. Merci Mathieu, David d'être venu sur le plateau. Marie, merci, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures et de nouvelles rencontres avec vos invités. Et puis tout de suite, on poursuit. Après cette courte pause, on va bien sûr rencontrer mes invités, ceux qui ont décidé de renverser la table. Oui, bien de changer de vie, de changer de métier, c'est possible. Et c'est dans quelques instants. Notre cercle RH, le débat de Smart Job, on va parler de la reconversion. Alors la reconversion, c'est changer de métier. Quand on dit changer de métier, c'est changer de vie. Qui n'en a pas rêvé un jour? Ras-le-bol de mon boulot, j'en ai marre, je renverse la table et puis au moment de franchir le pas, on hésite un peu et on n'y va pas. On a sur ce plateau, et on va en parler dans quelques instants, des invités qui, eux, ont changé de vie, ont franchi ce pas, ont décidé de se lancer dans l'aventure. Parfois c'est difficile, parfois c'est une réussite absolue. On commence par Marine Baumann-Luna. Merci d'être sur notre plateau. Alors vous êtes cofondatrice de l'Impertinente. On en parlera de l'Impertinente parce que c'est une aventure aussi de couple. Vous en parlez. Et vous en parlez dans votre livre, La vie professionnelle des poupées russes, édition du Cherche-Midi. J'ai lu les meilleures feuilles, mais c'est bien écrit, c'est très enlevé. Et puis vous racontez aussi l'intérieur, ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un qui est dans son entreprise, qui se sent humilié, qui arrive en pleurant dans sa voiture, qui n'en peut plus, qui appelle sa mère, qui en parle à son compagnon, puis qui un jour renverse la table. On en parle avec vous dans quelques instants. Gaël Duhalgouët, merci d'être avec nous. Vous êtes associé gérant du château d'Aigretot à Huisseau-sur-Cosson. Je vous invite d'ailleurs à découvrir cette jolie petite ville de Sologne qui n'est pas très loin de Blois. Vous étiez dirigeant de société, vous, d'une société de prothèses dentaires, et puis vous avez changé de vie, littéralement, avec cet bel établissement, avec des chambres d'hôtes, des séminaires, donc changement de vie radical. Vous ne faites plus de prothèses avec cette petite molette pour tailler les dents. Merci, vous nous raconterez votre aventure. Et puis, avec nous, Alexandra Petit-Sig, merci d'être avec nous, parce que vous allez nous éclairer, peut-être donner envie à ceux qui nous regardent de se dire...
Bon, en fait, j'ai envie, mais il faut quand même le mode d'emploi. On va en parler. Vous êtes consultante en développement professionnel à l'APEC, vous connaissez bien les cadres, et on parlera de quelques chiffres, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent le faire, mais peu qui franchissent le pas. Vous le dites, Marine, je voudrais juste vous lire le début de un extrait de votre livre. Celles et ceux qui ont franchi le pas vous le diront. Ils ont tous vécu ce fameux jour de trop, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Appelez-le comme vous voulez, il aura toujours le même rôle, celui du déclencheur, du détonateur. Pour une nouvelle vie, en général, ça donne quelque chose du genre « j'en peux plus de ces conneries ». Je veux aller élever des chèvres dans le Larzac. Alors vous êtes parti dans le nord de la France. Oui, on n'a pas encore acheté dans le Larzac. C'est pas le Larzac encore. Racontez-moi ce processus qui a été pas si simple finalement de changer de vie. Vous étiez diplômé d'une grande école, vous aviez la vie devant vous. Oui, puis j'en étais pas à ma première reconversion en plus. Non. Immobilier pour finir, et avant c'était design industriel, immobilier, et puis après un salon de thé. Donc rien à voir. Avec poney. Oui. Non, mais c'est important de le dire, c'est un salon de thé avec des poneys, pas dans le salon de thé. Non, il n'y a pas de poney en vrai, c'est que dans nos têtes et dans la communication. Le jour de trop, c'était, vous vous en souvenez ? Oui, ça a été dans l'immobilier justement une affaire en clientèle où là je me suis dit que ça y est, j'avais passé... Une humiliation, quoi, J'avais l'impression de donner tout ce que je pouvais pour mon boulot et que ça contentait pas le client en face, alors que moi j'étais vraiment à 100% et voilà, il n'y avait pas le retour que j'attendais et il me fallait quelque chose de plus simple. La gratification. C'est ça. D'où le salon de thé. Ça permettait de vendre des gâteaux aux gens pour une petite somme qui, du coup, les rendait contents. Et enfin, voilà, c'était très simple. Très concret, très direct. C'est ça, exactement. Un besoin de choses qu'on pouvait tenir et qu'on pouvait voir. Et surtout un retour simple et vraiment joyeux, quoi. On parlera du design industriel parce que vous évoquez l'immobilier où là on est dans une relation de clientèle directe, il faut faire plaisir, il faut trouver le produit. Mais avant, dans le design, vous racontez, on y reviendra, la structure, la technostructure d'une entreprise où une décision met 2 ans à être prise, puis une fois qu'elle est prise, on l'annule. Enfin, au final, patatras. Comment c'est passé pour vous ? Parce que prothésiste dentaire dirigeant d'une société, à quel moment vous vous dites, dans votre bureau, là je suis arrivé au bout du chemin ? Alors, je pense que changer de vie, ça peut aussi être saisir une opportunité. C'est pas forcément quelque chose de préparé. Moi, mon premier changement de vie professionnelle, je suis passé de la vie salariale à un rachat d'entreprise. Là, c'était quelque chose de très préparé. Depuis toujours, j'avais la volonté d'être chef d'entreprise. Mais il faut trouver le bon moment de partir. Ce moment de partir, j'étais salarié dans le groupe Vivendi dans les années 2000 et j'ai vécu malheureusement la débâcle de ce grand groupe. Messier, l'époque... Messier, voilà, les fameuses époques Messier. Et je me suis dit, là, l'heure a sonné, il faut vraiment changer. Voilà. J'avais fait 20 ans d'années salariales, 10 ans chez IBM, 10 ans chez Vivendi. J'ai appris beaucoup de choses. Je ne regrette en rien cette période. Vous avez vécu, vous aussi, 2 changements. Oui, voilà. Et donc là, j'ai entamé une recherche. Vraiment, c'était un changement de vie désiré. Et puis, trouver cette entreprise que j'ai gardée 10 ans, développée, qui était spécialisée dans les alliages dentaires. Donc, on vendait la matière première aux prothésistes. Les fameux alliages. Voilà, les alliages dentaires. Et puis, ce qui n'était absolument pas prévu dans ma vie, un monument historique est arrivé à moi par le biais d'un concours de circonstances assez incroyable. On a l'impression que les planètes sont alignées et on se dit, voilà, c'est un nouveau changement, il est programmé, il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer. C'est vraiment, il y a un côté très spirituel dans ce que vous racontez. Oui, tout à fait. Ce lieu, j'y serais bien, j'y serais heureux, et c'est là où je fais ma vie. Ça coïncide aussi avec une passion, très souvent, qui est là, en l'occurrence, la passion des monuments anciens. Bien sûr, c'est un très beau château. Et donc, voilà, on s'est lancé dans ce Il y a de l'inconscience ou vous avez aussi préparé comme on passe à une entreprise, parce que je vous donne la parole dans un instant, mais il faut faire des calculs, il faut se dire, attendez, château vaut tant, j'ai tant d'investissement. Enfin, c'est très complexe quand même, ça ne se fait pas comme ça. Oui, tout à fait. Oui, surtout là, c'est des très gros enjeux. Donc, c'est un programme de restauration qui a coûté 2 millions d'euros. Donc, on est sur des très gros chiffres. Il faut réfléchir à deux fois à se lancer. Et puis surtout, ça engage toute la famille. Voilà. Comme le premier projet d'ailleurs, un petit peu, mais encore plus. Les enfants chéris, on part habiter près de Blois. Oui, c'est ça, d'une part, pour le premier projet, mais pour le deuxième, c'est un enjeu financier qui peut, quelquefois, malheureusement, mal se terminer. Donc, il faut quand même réfléchir à 2 fois. Non, c'est important de le dire, ce n'est pas qu'une passion comme ça sur un coup de tête. C'est important, sur cette question de la passion. Oui. Qu'est-ce que vous dites ? Attention, il y a la grande déception, la grande tristesse, mais ce qui occasionne pas forcément, on le voit dans les chiffres, je l'ai dit tout à l'heure, on va le voir, 64% des Français envisagent de se reconvertir mais n'osent pas. Ce sont vos chiffres d'ailleurs. C'est vrai que dans ce type de situation, c'est important de le préparer, de l'organiser. Alors l'APEC est un opérateur effectivement qui intervient et qui accompagne justement donc, la transition professionnelle et la reconversion donc, des cadres. Et concrètement, c'est toute une démarche effectivement qu'il faut mettre en œuvre. On démarre effectivement par
faire le point sur les compétences, sur tout ce qu'on sait faire jusqu'à maintenant, parce qu'on n'a pas forcément immédiatement une idée. Alors ça peut être un bilan de compétences, ça peut être simplement effectivement identifier tout ce qu'on sait faire, et peut-être que dans tout ce qu'on sait faire, il y a des choses qu'on ne veut plus faire. C'est ça qui... En diagnostic, qu'est-ce qu'ils vous disent, vos cadres, quand ils vous disent « moi je veux renverser la table, j'en ai ras-le-bol ». C'est quoi le moteur du changement? Qu'est-ce qui les pousse à dire « j'en ai marre » C'est ce que disait tout à l'heure Marine. C'est vrai qu'on arrive à un moment où on s'est imposé en fait une situation parce que c'est difficile de faire un changement, et puis qu'il y a un certain confort aussi qui peut être la rémunération, qui peut être l'habitude, et c'est difficile effectivement de faire une transition à un changement. Donc on arrive vraiment au bout et on va jusqu'au bout effectivement de cette situation avant de se dire là maintenant concrètement il faut que effectivement je change, et c'est là que peut intervenir effectivement l'APEC au travers d'un entretien avec un consultant qui va identifier effectivement les ressorts, qu'est-ce qui aujourd'hui ne fait plus sens dans le métier et qu'est-ce qui manque aujourd'hui, ou qu'est-ce qui sont les vrais moteurs. Mais excusez-moi, c'est difficile parce que certains collaborateurs un peu vexés peuvent se dire mais je veux arrêter, mais en même temps il est tout à fait fait pour ce métier. Vous les calmez dans l'entretien, vous leur dites attendez, vous avez vraiment le profil pour ce métier, insistez, ou comment ça se passe? Parce que c'est jamais simple de faire le bon choix. Mais il faut en fait vraiment mener cette enquête jusqu'au bout. Quand on fait, comment dirais-je, une démarche comme celle-ci, on passe par une première étape, effectivement, de faire des enquêtes, par exemple, avec des professionnels, rencontrer les personnes dans le métier que l'on vise pour vérifier, parce que c'est vrai qu'entre la vision qu'on peut avoir et puis la réalité du terrain, c'est important effectivement de rencontrer les professionnels avant de prendre cette décision. Oui, il ne faut pas faire de bêtises, parce qu'il y a des enjeux financiers. Marine, je vous relis, excusez-moi, avant l'immobilisme, là vous parlez du design industriel, parce que vous n'êtes pas dans l'immobilier, avant l'immobilisme qui règne dans ces superstructures, où chaque décision doit être analysée, débattue, décortiquée, puis abandonnée avant les guerres d'ego qui pourrissent les relations entre les services et les équipes, avant que l'on lui fasse comprendre qu'il était préférable de ne pas proposer de meilleures idées que son N+1, c'est-à-dire son chef, question de hiérarchie et de survie. Je trouve que cette phrase, elle raconte tout dans cette espèce d'écosystème qu'est l'entreprise, qui est une sorte de lieu de vie où toutes les tensions humaines finalement se révèlent. C'est de ça dont vous avez eu ras-le-bol aussi? Pas forcément. Je pense surtout que... Alors, l'APEC, c'est pour les cadres. Moi, j'ai pas eu le temps d'arriver au niveau cadre. Je pense que je fais surtout partie de la génération des gens qui ont fait des bonnes études, qui s'attendent à du coup à un super poste. On vous a vendu le super poste, quoi. Mais mes études étaient géniales. Les jobs proposés ressemblaient déjà moins aux études, et on se lasse assez rapidement. On vous a un peu survendu vos études, quoi. Oui, et puis on s'attend à être attendu pas comme le Messie, un peu, c'est ça. La porte est ouverte, venez entrer. Bon, et vous avez découvert que ça se passait pas comme ça. Oui. Je savais quand même, mais voilà. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a quand même une espèce de déconfiture, je pense, qui touche beaucoup de jeunes. Enfin, oui. Du coup, je ne sais pas si vous en avez vraiment. Mais oui, bien sûr. Mais je pense que c'est important, effectivement, quand on sort du cadre estudiantin et qu'on est jeune diplômé, d'être accompagné. Parce que c'est vrai que... C'est la douche froide, moi j'entends, c'est la douche froide. Voilà, il y a des grosses surprises quand, effectivement, on n'a aucune idée de ce que c'est que le marché du travail. Et c'est important, effectivement, que ces jeunes diplômés, ils soient accompagnés, donc, notamment par l'APEC, dans une démarche déjà de compréhension des enjeux, parce que quand on arrive dans un univers, il faut comprendre les codes. Donc la première des choses, c'est de savoir sur quel marché on se positionne, et puis de comprendre qu'est-ce que c'est un entretien de recrutement, comment démarrer sa carrière, et d'être aussi accompagné dans sa prise de poste. Parce qu'un premier job, c'est aussi une démarche qu'il faut accompagner. Mais vous êtes heureux, je vous pose la question, parce que vous faites un choix de changement de vie, de changement de lieu de vie, d'investissement, de rénovation, puis ensuite il faut accueillir les clients, donc faire un peu de communication. Est-ce que là aujourd'hui vous dites moi j'ai fait le bon choix, c'est-à-dire que les planètes étaient bien alignées, elles sont toujours bien alignées? Personnellement, oui, je n'ai jamais été aussi heureux, je crois. Oui. Qu'est-ce qui a changé finalement? Alors après, c'est inhérent un petit peu à l'activité que j'exerce, mais j'accueille des gens qui sont des gens adorables, qui sont en vacances. Donc c'est quand même le meilleur moment de leur vie, qui viennent du monde entier, qui sont très souvent beaucoup de chefs d'entreprise. Donc on a des discussions passionnantes sur tout ce qui se passe en ce moment. Quoi rêver de mieux? Je partage ma passion, cette passion des monuments historiques. Je ne vois pas ce qu'on peut m'apporter de mieux. Je vis dans un cadre magnifique, j'ai cette chance-là. Vous regrettez absolument pas? Je ne regrette en rien. Non, je ne regrette en rien. Vous êtes en train de... vie qui est... C'est une troisième vie. Alors c'est une vie où on travaille énormément, on ne compte pas sa peine, il n'y a pas de jour de repos, c'est 7 jours sur 7, bien sûr. Il y a des inconvénients. Sacrifice financier?
aussi. Sacrifice Il faut financier, l'accepter, ça. Il n'y a plus cette rémunération, bien sûr, c'est fini. Alors, c'est vrai que On est d'accord. Il faut tourner la page. Il faut le dire à ceux qui... Attention, On tourne la page sur la rémunération et sur les avantages. Il faut absolument, Et Marine dans cette démarche, savoir ce qu'on est prêt à perdre. Bien sûr. Et On est d'accord. les motivations qui font qu'on est prêt à gagner telle autre chose. Et c'est important de savoir effectivement de quoi on a besoin concrètement, comment on peut fonctionner dans une démarche effectivement de transition professionnelle. Langage de vérité que vous devez avoir. C'est-à-dire, Oui. attention, il y a évidemment beaucoup de bonheur qui vous attend, Oui. mais par contre, ce salaire très haut, ces avantages qui découlaient du salaire, vous ne les aurez plus. Marine, vous, ce salon de thé poney, on en a un peu ri tout à l'heure, mais l'idée, c'est de créer, vous, un environnement, un écosystème de Dans lequel bien-être. nous, on se sentait bien, mais c'est vrai que dans le livre, on en parle beaucoup. On a essayé d'éviter justement l'effet boomerang qu'on peut avoir aussi quand on se reconvertit une première fois en ayant des idées du coup très fixes de ce qui va nous rendre heureux. On se rend compte une fois l'affaire lancée qu'en fait, on était complètement à côté de la plaque. On se trompe même sur le rêve qu'on s'était projeté. Bien sûr, bien D'accord. sûr. Ah oui. Et donc là, on se reprend vraiment un effet boomerang numéro 2. Et c'est important, je pense, de bien préparer sa reconversion parce qu'on a souvent une idée très éloignée, finalement. En fait, un peu fantasmé, c'était notre titre d'ailleurs. Il y a une forme de fantasme. On se dit, ça va être tellement bien génial d'être dans la nature. Bien Si sûr. on découvre qu'il y a la neige, qu'il faut mettre les chaînes, que ça glisse sur la route, qu'il n'y a pas de Que commerce. tout n'est pas tout beau, tout rose et qu'il n'y a pas finalement de job de rêve. Ça n'existe Donc pas. le job de rêve, ça c'est que- celui qu'on se crée, qu'on se fabrique, non? Oui, c'est pour ça que la clé du succès, je pense, dans la reconversion, c'est vraiment de préparer soigneusement cette démarche, justement dans l'échange. Parce que c'est vrai que dans cette relation qu'on peut avoir justement dans cet accompagnement, on va poser des questions et le consultant va susciter aussi d'autres questions. Et c'est cet échange qui va permettre justement de pouvoir vraiment identifier tous les points. J'allais oublier de vous poser la question. Ceux qui décident de se reconvertir sont des gens qui passent du salariat à quoi? À l'activité indépendante, à l'auto-entrepreneur, au TPE. Est-ce qu'il y a ce rapport quand même à l'idée de plus de hiérarchie, plus d'autorité, je suis mon maître? Est-ce qu'il y a de ça dedans? Il y a les deux, mais c'est vrai que moi, les cadres que j'accompagne, là, je pense à une personne que j'ai accompagnée qui était dans l'audit financier et qui est arrivée vraiment à ce stade-là que vous avez évoqué, où vraiment il n'en pouvait plus et où surtout... Métier difficile. Un métier dans lequel on demande toujours plus, beaucoup de pression. Le chiffre d'affaires, il faut toujours qu'il augmente. Et au bout d'un moment, vraiment, au bout d'un certain nombre d'années, on se demande vraiment pourquoi on est là et quel est le sens de cette activité. Et puis, c'est au travers d'une réflexion et d'un échange que nous avons eu, et bien qu'il m'a parlé d'activités notamment extra-professionnelles autour de la décoration, autour aussi de travaux dans la maison. Et il en est venu à faire un CAP dans la plomberie, c'est ça, beaucoup de reconversions le chômage techniques. et la climatisation. Et aujourd'hui, il vit de cette activité. Ça lui permet d'avoir une qualité de vie vraiment différente et de pouvoir voir ses enfants davantage. Et puis, il a construit, grâce aussi à ses compétences de manager, tout un réseau autour de lui de professionnels pour pouvoir aller chercher plus de Parce marchés. qu'il avait évidemment, il agrège, il implémente sa compétence précédente. Il y a une logique de transfert aussi de compétences qui vont être réutilisables dans son métier d'aujourd'hui. Je croisais un trader là qui a fait un CAP boulangerie. Il y a beaucoup de reconversions aussi dans les métiers de bouche, restauration, boulangerie. C'est le secteur que vous avez choisi. Oui. Vous parliez des gâteaux tout à l'heure, tout ça paraît anodin, mais il y a quand même ce plaisir gustatif, il y a l'idée de donner du bonheur immédiat. Ça c'est Des direct. choses simples, en fait, des choses concrètes. Oui, je pense qu'il y a cette logique vraiment qui est très prégnante, qu'il était d'ailleurs avant la crise, et moi je constate qu'il est encore davantage maintenant, parce que c'est vrai que cette période de confinement a permis à beaucoup de personnes justement d'avoir une réflexion approfondie sur leur situation, parce qu'elles ont vécu par exemple une période de chômage partiel, donc quid de mon avenir dans ce secteur, est-ce que je change de métier, est-ce que je change de secteur, et aussi donc cette situation effectivement de télétravail a généré d'autres envies et une vision différente du métier. Ce chiffre, 57% des cadres sont prêts à quitter leur emploi de salarié pour d'autres formes d'emploi. Donc ça revient à dire qu'il y a quand même cette idée, en tout cas ce sont vos chiffres, on a envie de basculer. Vous, Marine, l'idée de lier les animaux, les gâteaux, l'environnement, comment est né ce projet? Parce que votre compagnon, à l'époque, il est aussi impliqué dans cette aventure. Vous le racontez dans ce livre. Vous êtes deux dans cette histoire. On est deux. Et il n'est pas avec vous, mais vous vivez... Pas caché, il n'est pas caché sous le plateau. Comment ça s'est passé? À la base, c'était une décision pour moi. Finalement, il a bien voulu se lancer dans l'aventure avec moi et ça a pris une ampleur suffisamment grosse pour qu'en fait ça lui prenne un temps plein en plus d'un autre temps plein. Mais voilà, ça s'est fait. En fait, on a eu envie de faire un endroit où on aurait aimé aller.
Enfin, je crois que c'est un peu comme ce que vous avez fait. On a voulu se faire plaisir sur, en tout cas, tous les points sur lesquels on pouvait se faire plaisir dans l'entrepreneuriat, comme ça. Et juste pour, c'est pas pour doucher ceux qui nous regardent et qui se disent, moi, je suis vraiment à 2 doigts de partir, je vais appeler l'APEC, je vais faire mon bilan. Quelles sont les contraintes quand vous dites j'ai fantasmé ce métier, puis finalement je me suis aperçu que ce n'était pas du tout comme ça, à quel moment vous êtes allé chercher le bonheur ailleurs? Parce que vous vous êtes rendu compte que ce bonheur fantasmé n'existait pas. Vous le trouvez où alors maintenant ce bonheur? Nous, on a justement c'est un peu philosophique ma question. Non, je crois que nous, on se rend compte de la chance qu'on a, par exemple, d'avoir été cherché par le Cherche Midi pour faire un livre qui est notre passion à tous les deux depuis qu'on est gamin. Et c'est des projets comme ça qui se proposent à nous qu'on n'aurait probablement jamais pu faire sans ce salon de thé. Donc, le vrai bonheur, on le trouve dans les sujets, dans les projets comme ça qu'on nous propose. Il est où d'ailleurs? Je ne vous ai pas demandé, votre salon de thé, il est situé où? Il est à Lille. Il est à Lille. Le plus petit boulevard du monde. Ah oui? Ouais, le boulevard Papin. Voilà. Le boulevard Papin, en effet, que je vois très bien. Et vous ne m'avez pas répondu. Les contraintes, c'est quoi? C'est quoi les contraintes? Il faut quand même l'ouvrir, il faut être là tout le temps, il y a beaucoup d'horaires, il y a beaucoup de contraintes. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Il y a vraiment une joie aussi d'être enfin dans un contexte où on est en phase avec soi-même. Je veux dire, la plupart... Libre donc? Voilà, la plupart, alors libre, en tout cas, dans une situation de choix et surtout dans une volonté de sens. Donc on voit bien que vos activités aujourd'hui, c'est des activités dans lesquelles vous aviez déjà certainement passion, goût, et qu'aujourd'hui vous êtes autorisé quelque part à faire votre métier. Marine, pourquoi vous avez secoué la tête en disant libre, moyen Libre avec beaucoup de contraintes. Ouais, c'est ça, d'accord. Bon, il y a liberté quand même un carcan. encadrée. C'est ça. Ouais. Il y a quand même un carcan qui est assez oppressant, notamment dans l'entrepreneuriat en France, je pense. On tempère beaucoup justement cette idée de liberté, de réalisation de soi par le travail, en tout cas dans le cadre de... J'entends contrainte. Il faut quand même vraiment tempérer pour éviter que les gens se disent ça va être génial. Non, ça reste un travail. On peut aimer ce qu'on fait. Il y a quand même beaucoup. Il y a des horaires, on ouvre. Il y a des horaires, il y a des grosses responsabilités, surtout quand on a des salariés comme nous, par exemple. Mais quand on nourrit les gens, il y a des responsabilités. C'est ça, on ne peut pas faire n'importe quoi. On a des gens à payer à la fin du mois. Ouais, c'est ça. Et il y a quand même des contraintes très très lourdes. On est obligé de structurer de toute façon toute démarche. On ne peut pas effectivement partir dans une logique... Les chefs dans le Larzac, ça a des contraintes aussi. De rêve, voilà, on est soumis à une logique quand même économique. Mais ce que je vois de positif, en tout cas, moi, chez les personnes que j'ai accompagnées, c'est qu'à chaque fois, au travers de cet échange, parfois un peu douloureux, parce que c'est difficile de prendre cette décision et d'être dans ce tiraillement entre une forme de sécurité qui rend malheureux et puis aller vers quelque chose où on peut vraiment être dans la crainte, c'est qu'il y a une volonté vraiment d'accomplissement et que cette volonté d'accomplissement, elle est joyeuse. Après, évidemment, il faut qu'elle soit structurée, organisée et notamment par un accompagnement. Alors l'accomplissement, on en parle beaucoup, nous, justement, dans le cahier d'exercice qui aide justement les gens à... Dans les poupées russes. Dans les poupées russes, à la fin, il y a un cahier d'exercice dans lequel les gens peuvent essayer de créer leur propre reconversion avant de venir vous voir. Et justement, ce qui est important, c'est d'expliquer qu'une reconversion, c'est pas forcément tout quitter d'un coup pour faire autre chose. Ça peut aussi être palier par palier. Ça peut être aussi peut-être une activité secondaire qui va justement être rémunératrice un petit peu dans un premier temps. En ça complément. peut être au sein de sa boîte aussi. Nous, on a une de nos salariés qu'on a fait évoluer de poste plusieurs fois et qui du coup est là depuis plusieurs années maintenant et qui ça se passe extrêmement bien. Oui, c'est pas une rupture nette, c'est ça que vous dites. C'est ça, on n'est pas forcé de sauter. Sauter que dans le vide avec un parachute dont on n'est pas certain qu'il s'ouvre. On peut commencer à plier son parachute, s'organiser et faire step by step. Vous avez fait ça ou vous avez tout rompu? C'est ça. Première reconversion, j'ai par exemple fait la formation pour être chef d'entreprise et surtout pour rechercher une entreprise pendant ma période salariale. D'abord pour la sécurité et ensuite vous valider êtes parti. mon projet, etc. Et là, sur le deuxième changement de vie, parce que vous êtes, vous, comme Marine, finalement, dans 2 étapes, comment vous êtes organisé là cette fois-ci? Alors là, c'était un petit peu compliqué, parce que c'est un projet qui nécessitait de lourds moyens financiers et qui nécessitait la vente de la première entreprise. Et de fait. Elle-même faisait l'objet d'un changement professionnel. Donc, casse-tête. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, la chance a voulu que cette entreprise se vende assez facilement, finalement. Et donc, l'affaire s'est faite, mais ça aurait pu être très compliqué. Vous aviez raison, alignement des planières. Juste avant de nous quitter, pour les cadres, parce que évidemment, l'APEC, ce sont les cadres, ils poussent la porte de l'APEC, ils disent, voilà, moi j'ai un projet de reconversion. Absolument. Et on les prend en charge? Absolument. Ça s'appelle le CEP, c'est un conseil donc, en évolution professionnelle. Donc, c'est un droit universel, c'est donc gratuit et c'est personnalisé.
Et effectivement, dans le cadre de cet entretien-là, on peut passer justement par des étapes qui peuvent être, par exemple, la formation. C'est important. Un mot chacun de conclusion. Vous invitez ceux qui nous regardent à changer de métier, ou vous nous le disiez en conclusion, soyez prudents, soyez patients. Est-ce que c'est ça les mots importants ? Il faut un bon timing, je pense. C'est vraiment une question de timing, je pense. Moi, je crois qu'il faut rencontrer beaucoup de gens qui exercent ce futur métier qu'on souhaite faire. Ne pas ce que avoir vous avez fait. Voilà, bien sûr, ne pas avoir trop d'idées de vouloir tout révolutionner. Déjà essayer de faire dans la moyenne de ce qui se fait, et puis après d'avoir un deuxième changement où on va faire évoluer le modèle, mais pas tout faire en même temps. C'est ce que j'évoquais dans les enquêtes métiers. C'est absolument indispensable, voilà, de pouvoir rencontrer les professionnels qui sont dans le métier pour avoir une idée juste des situations. On a trop tendance, parce qu'on a un œil neuf, à se dire on va révolutionner les choses, on va faire quelque chose de fondamentalement différent. C'est le propre de la nature humaine, si je peux me permettre. On peut se le garder pour la suite. On va tout casser. Mais il faut aller d'abord passer la première étape. Ouais, c'est ça, vous aviez ce sentiment-là aussi, malgré votre jeunesse, de dire mais je vais tout casser, je vais tout révolutionner. Non, vous étiez plus prudente quand vous avez démarré le projet initial ? Ah non. Non, une sorte de folie on va tout casser. Non, on ne s'était pas dit qu'on allait tout casser, on a fait comme on voulait, c'est tout. Mais sans se poser de questions de ce qui se faisait ou pas, en vrai. L'impertinence sur le boulevard Papin. L'impertinente sur le boulevard Papin à Lille. Oui, pardon Marine. Merci d'être venue, Alexandra Petit-Signe, pour l'APEC, de nous avoir éclairé sur les méthodologies et la manière dont on peut concrètement le faire. Et puis Gaëlle Duhalgouët, vous êtes associée gérante de ce château à Huisseau-sur-Cosson, le château des Grotteaux, séminaire et chambre d'hôte. Voilà, c'est un très bel endroit à découvrir. Je passerai. Avec un grand plaisir. Très loin. Merci d'être venu sur le cercle RH. On termine par notre rubrique. Alors on va parler emploi et on va essayer d'apprendre un truc très compliqué. Comment négocier son salaire ? On en parle dans Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi, l'environnement de l'emploi, c'est intéressant. Alors, on parle souvent des chiffres, évidemment, de l'emploi, des recrutements. Vous connaissez notre rubrique. Là, on va faire un focus avec Aurélien Esposito, qui est le cofondateur de Négociation Academy et associé chez Talent Management, sur une question que vous vous êtes tous posée, jeunes ou moins jeunes, comment négocier mon salaire ? Alors ça, c'est un sujet complexe. J'ai vu que, alors je le fais avec un peu d'humour, mais sur votre site, vous êtes un négociateur d'élite. On vous appelle quand il y a une urgence, c'est ça ? Vous êtes le négociateur qui parlait au téléphone. C'est quoi ce métier de négociateur d'abord, avant de parler de la négo de salaire ? Effectivement, le métier de négociateur, ça intervient sur toute la partie business. On a tendance à l'oublier. Quand on parle de négociation, on entend vente, souvent on entend achat, mais on oublie qu'on négocie tous les jours de notre vie, pour tous les sujets. Et effectivement, il y a des méthodes on a des services qui sont très évolués chez nous, type le GIGN, le RAID, les militaires, qui ont des techniques et des méthodes. Des négociateurs, exactement, qu'on appelle, qui sont posés avec leur téléphone. C'est ça, et qui ont des méthodes et techniques qui sont parfaitement exploitables dans le domaine de l'entreprise. Et donc, notre métier, c'est d'essayer de le faire comprendre et de le transférer au commun. Vous avez réutilisé certaines méthodologies des négociateurs du RAID ou du GIGN ? Tout à fait. Vous avez été autorisé, je dirais, à modéliser, ou vous avez un peu... Elles ont été écrites. Elles ont été écrites et exprimées, donc il y a même des livres qui sont fantastiques, je pourrais en citer s'il y a besoin. Il y a eu quelques livres sur les négociateurs, effectivement. Beaucoup. C'est exact. Et donc elles sont maintenant diffusées, libres de droit. Et libres de droit, effectivement, puisque ce sont des méthodes. Alors, selon votre propre méthode, puisque vous avez cette académie de négociation, comment on fait pour négocier son salaire ? Parce que c'est une angoisse absolue. C'est-à-dire que ça nous renvoie au rapport que l'on entretient avec l'argent. Exactement. Soit je me surévalue, soit je me sous-évalue, soit je ne suis pas juste, et puis soit j'ai peur, tout simplement. Oui, et puis il faut rajouter qu'on est dans un pays où il y a quand même un sujet un peu tabou. Totalement. L'argent, il ne faut pas l'oublier. Donc le conseil le plus simple, ce serait déjà de poser la question. Parce que les 3/4 du temps, tout le monde oublie de poser la question. Et si je peux me permettre, et spécialement de vous parler, mesdames, posez la question, parce que les dames la posent moins dans les statistiques. Donc il faut plus en retenue sur le salaire. Exactement. Elle parle de l'environnement du poste, mais pas du salaire. Effectivement. Donc mesdames, allez-y, posez la question, c'est très important. D'autant qu'il y a un écart de salaire encore entre les hommes et les femmes. Et ça, on le défend chez nous et on essaye de travailler sur ces écarts-là. La deuxième chose serait de préparer. Winston Churchill disait, si je dois abattre un arbre, je passerai 70% de mon temps à aiguiser ma hache. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une négociation, on n'improvise pas. C'est complètement dépassé de jouer la carte de l'impro sur ces sujets-là. Non, ça se prépare, ça se travaille.
Et pour aller revenir un petit peu au salaire, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un salaire, c'est plusieurs éléments constitutifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le salaire net dont il faut discuter. Il faut être capable d'ouvrir le sujet sur les à côté du salaire. On a eu un de nos stagiaires qui a négocié chez nous un abonnement Netflix, en partie variable de la rémunération, sur prime. Il y a plein de choses qui sont faisables. Il faut sortir du cadre du salaire net, c'est très important pour pouvoir ouvrir le champ. Le salaire, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de faire avancer sa rémunération? Il faut être rentre dedans, il faut être plutôt en retenue. Quelle est la bonne attitude, même j'allais dire presque sur le plan du langage corporel? Alors déjà c'est très bien de le souligner, le langage corporel est extrêmement important. Chez nous c'est une donnée qu'on travaille tout le temps, on ne néglige jamais cet aspect-là. Et ensuite, tout dépend de l'interlocuteur que vous avez. Je vais reprendre des choses qu'on connaît. Regardez les séries sur le type Les Experts ou des choses comme ça. Le profiling est extrêmement important. Alors, qu'est-ce qui va derrière profiling? C'est surtout l'étude de la personne que vous avez en face de vous. C'est ça, il faut savoir ce qu'elle aime pas, son profil. Exactement. Et du coup, de là, vous allez pouvoir définir une ligne de négociation et des choses possibles à négocier. Ça s'appelle la zone de négociabilité. Et là, vous pouvez ouvrir le champ et demander les choses que vous souhaitez en sachant un petit peu où se place votre interlocuteur. Même quand on sent que cette zone de négociabilité est très étroite, on sent que la porte est fermée et on se dit là, c'est plié, pour le dire simplement. Oui, alors c'est le job de la personne qui ne veut pas négocier de fermer la porte et de le plier. Le job du négociateur ou de la négociatrice, c'est d'ouvrir cette porte et de créer une zone, une plateforme sur laquelle on va pouvoir échanger. Donc en un mot, même si on n'arrive pas à augmenter son salaire, il faut réussir à essayer d'agréger quelque chose en partant, c'est-à-dire ne pas partir le panier vide. Jamais. Alors, il y a une des règles qui est une des plus importantes en négociation, c'est que on n'accepte pas le refus. On essaye toujours de trouver une porte de sortie qui nous permettra de réouvrir sur autre chose par la suite. Puisqu'une négociation ne s'arrête pas forcément au moment où on stoppe la discussion. Avant de nous quitter, j'ai vu sur votre site, encore une fois, parce que vous savez, je suis allé me pencher sur votre académie, que je trouve passionnante. Manœuvre dolosive, ça veut dire quoi en 20 secondes? Alors, là, on est dans les méthodes de manipulation. Donc, c'est un sujet qu'il faut approcher dans ces méthodes-là. Alors, on ne forme pas les gens à manipuler. Hein, j'arrête tout de suite et je ne veux pas créer de polémique là-dessus. Vous voyez, je vous mets en danger. Ouais. Très rapidement. C'est la façon de... C'est une manière de manipuler qui est un peu néfaste pour les gens et qui peut amener à des comportements qui sont pas très cool. Merci. Pour le dire simplement. Merci. Ouais, c'est ça. Voilà. Et on va approfondir cette manœuvre dolosive. Aurélien Esposito, merci. Vous êtes le cofondateur de Négociation Académique, qui est associé chez Talent Management, qui vient parfois sur le plateau de Smart Job. Voilà, c'est la fin de Smart Job pour aujourd'hui. On se retrouve demain, bien entendu, en direct. Vous connaissez notre rendez-vous. Merci à toute l'équipe. Merci à Fanny Griesmer et à toute l'équipe technique. Merci. On se retrouve demain. Et puis d'ici là, bien restez fidèles à nos programmes et aux réseaux sociaux. À demain.